Maroc, depuis toujours, est réputé pour la très grande diversité de ses paysages qui constituent autant d'écosystèmes bien différenciés. Sa faune et sa flore témoignent d'un monde à la fois méditerranéen et africain. Mais cette richesse écologique est mise à mal par de nombreux facteurs. Forte pression démographique, ici un développement économique accéléré, là une surexploitation des ressources naturelles. Le pays aujourd'hui peut se prévaloir de certaines réussites en matière de sauvegarde d'espèces, mais son meilleur gage d'avenir est l'émergence d'une conscience écologique émanant dorénavant aussi bien d'acteurs publics que d'initiatives privées. Situé au sud d'Agadir, le parc national de Souss Massa s'étend sur 65 km. C'est l'un des plus vastes du Maroc. 20 personnes en assurent le fonctionnement permanent. Le parc est constitué de plusieurs réserves indépendantes les unes des autres. Là, on peut y voir cohabitant en toute liberté antilopes, gazelles, autruches. Dans le sud du Maroc. Et leur présence dans le parc national Souss Massa est justifiée par l'opération de réintroduction que vise le Maroc, notamment pour rétablir ces espèces dans leur habitat naturel, qui est le Sahara marocain. Ouidad a en charge le suivi écologique, c'est-à-dire le suivi des populations animalières. C'est le principal indicateur pour évaluer la bonne santé d'une espèce. 2 fois par semaine, elle se rend sur le terrain. L'antilope adax est la principale espèce que l'on trouve à Souss Massa. Créé il y a 11 ans, le parc à l'époque avait fait appel à différents zoos d'Europe pour reconstituer une population initiale de 69 individus. On compte aujourd'hui plus de 500 têtes. L'antilope adax est une espèce qui est adaptée aux conditions extrêmes. Elle peut ainsi parcourir de très longues distances, plus de 400 km, pour trouver de nouveaux pâturages. Et avant de se reposer, ils creusent le sable, ils font une dépression et ils s'y mettent dedans. Ça lui permet de diminuer l'évaporation et de garder le maximum d'eau. Voilà, c'est des plumes d'autruche mâle, des plumes blanches. L'autruche à cou rouge, qui autrefois colonisait toute l'Afrique du Nord. Ici, il y a un mâle autruche qui est en train de couver des œufs. La nidification, il commence ici dans la réserve en début janvier. Et ça se poursuit jusqu'en avril, où là, il y a l'éclosion des œufs. En principe, il y a une femelle dominante qui tolère les œufs des autres femelles. Ça garantit la protection de ces œufs, puisque c'est les œufs qui sont tout autour, qui sont attaqués par les prédateurs. La période de nidification est un moment particulièrement sensible. Ouidad recense avec les gardiens les différents nids. Mais l'approche ne peut se faire qu'à distance, car les mâles, durant cette période, se montrent particulièrement agressifs. Quand ils attaquent, ils peuvent courir jusqu'à 40 km/h. Pour ces autruches à cou rouge, l'opération d'acclimatation est réussie. Le parc en compte maintenant une centaine. Ça, c'est la gazelle d'Orcas. Ça, c'est un mâle. En général, les mâles se mettent à l'écart pour surveiller et donner l'alerte au groupe. C'est une gazelle des plaines. C'est la plus petite gazelle du Maroc. Et maintenant, elles sont pratiquement extinctes de la région.
Et dans cette réserve, il y en a 500 à peu près gazelles d'Orcas dans cette réserve. Ils vivent en groupe qui peuvent aller jusqu'à une cinquantaine de têtes. Ouidad poursuit sa tournée. À quelques kilomètres de là, une autre réserve pour une autre espèce d'antilope. L'antilope oryx est une des autres espèces qui sont lâchées dans cette réserve animalière. C'est un animal assez imposant. L'oryx a, dans le temps, fréquenté la zone SOC. C'est une espèce extincte maintenant au Maroc. Au début de l'introduction, on a eu 29 oryx. Et on voit aujourd'hui que l'espèce s'est bien adaptée et s'est acclimatée. Situé dans une région très touristique, le parc attire les convoitises, dans le secteur immobilier entre autres. C'est pour la direction du parc une nécessité de mener une politique d'ouverture dynamique et de mettre en œuvre de nouveaux projets afin de répondre à une demande touristique toujours croissante. Au Maroc, on commence à avoir cette conception de l'écologie, de la conservation de la nature. Et on voit de plus en plus des associations pour la protection de la nature et facilitant la visite de ces lieux-là, puisque c'est un outil. Nous considérons que le parc, c'est un outil. Et pour nous, c'est une mission que d'éveiller cette conscience chez les jeunes surtout. Il y a un projet d'écotourisme dans le parc national de Souss-Massa. Donc nous envisageons d'ouvrir ces réserves animalières aux touristes pour visiter ces sites et pour voir ces animaux qui sont lâchés dans ces réserves-là. Le parc de Souss-Massa borde sur toute sa longueur la côte atlantique. Ici vit un oiseau qui a le triste privilège de compter plus d'individus dans les différents zoos du monde qu'en milieu naturel, l'ibis chauve. Mohamed El Bekkay, depuis 4 ans, se consacre exclusivement à la sauvegarde de cet oiseau en grand danger de disparition. Au début du XXe siècle, il y avait plus d'une vingtaine de colonies au Maroc. Au fil des années, avec la destruction du biotope, avec le changement des modes de culture, ces colonies se sont extinctes l'une après l'autre. L'ibis chauve a existé dans plusieurs régions du monde, notamment au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique du Nord. Et même on note son existence dans les écritures hiéroglyphes des pharaons. Tous les sites d'identification de cette dernière colonie de l'ibis chauve se trouvent dans des endroits isolés. Alors pourquoi ces endroits isolés? Étant donné que c'est un oiseau qui a été malmené dans plusieurs régions, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays du globe, maintenant l'ibis s'éloigne plus ou moins de la population pour qu'il puisse se reproduire d'une manière plus calme et paisible. Contrairement à ce que l'image pourrait laisser croire, l'ibis chauve n'est pas un oiseau marin. Il se nourrit d'insectes, de vers, de petits lézards ou d'escargots. Actuellement, on estime la population des ibis chauves dans la région d'Agadir à peu près 400 à 450 individus. Une des causes majeures de la création du parc national de Souss-Massa, c'était la conservation de la dernière colonie de l'ibis chauve dans le monde.
Sur cette bande côtière, on compte 4 sites de nidification. Chacun de ces sites est sous la surveillance permanente d'un gardien. Pour estimer cette population, donc, il y a un suivi qu'on appelle le comptage. Donc le comptage, c'est une opération qui déroule 2 fois par semaine, chaque mercredi et samedi. À ce moment-là, les différents gardiens se trouvent au niveau de tous les sites de nidification et dortoirs connus dans la zone. Ils notent combien d'individus vont passer la nuit au niveau de ce dortoir. Donc comme ça, une fois qu'on collecte les données, on peut faire l'addition et connaître le nombre d'individus. عندها 1%، 69 عندها 2%، 70 عندها 1%. Là, on est au niveau de la colonie E. On a à peu près 17 couples nicheurs qui résident dans cette falaise. Ils ont actuellement produit 35 poussins. Donc, dont 5 ont déjà atteint le stade de l'envol. Je viens ici tous les jours. J'arrive à 8 h du matin et je reste là toute la journée jusqu'à 18 h, avec juste une pause pour manger. J'habite dans un village qui n'est pas trop loin d'ici, à environ 10 km. Alors je travaille toujours tout seul. Les oiseaux, ils se sont habitués à moi, comme si je faisais un peu partie de la famille maintenant. Ils me connaissent, ils passent tout près de mon abri. Incontestablement, l'ibis chauve est sauvé, sa population étant maintenant revenue à un niveau satisfaisant. Pour autant, réussira-t-il un jour à recoloniser de nouveaux sites, ce qui serait un gage supplémentaire de sa survie? C'est en tout cas le vœu exprimé par les responsables du parc de Souss-Massa. Michel est un défenseur de la nature, un militant passionné, un solitaire, mais toujours impliqué dans les actions de sauvegarde. Ses seules armes, son appareil photo et sa grande force de conviction. Mais voici un agam, un lézard assez répandu, même sans doute le lézard le plus répandu du Maroc. Il est de la même famille que les fouettes-queues ou daubes, comme disent les Marocains, un lézard à la queue épineuse. C'est une femelle. Et ici, dans cet endroit, les agames sont très répandus. Je suis naturaliste de terrain, passionné de la faune marocaine, notamment scorpions, lézards, serpents, toutes bêtes rampantes, et je les photographie. Alors, effectivement, j'arpente la campagne, notamment dans les régions situées au centre et au sud du Maroc. Là, il y a un gros lézard, une belle bête, aux écailles bien lisses, là, ce qui est typique des 5. Pour photographier ces différents animaux, scorpions, lézards, serpents, il faut les trouver, donc les chercher. Et ben voilà, ici, une autre espèce de lézard, du genre Novo Eumesses, c'est un gros 5. Là, il voudrait mordre. Hop, laisse mordre, ça calme un peu. Très belle couleur. Il y en a qui deviennent d'ailleurs un tiers plus gros que ça, voire même peut-être moitié plus gros. C'est assez typique d'Afrique du Nord. Scorpions, lézards et serpents, parce qu'ils appartiennent à la catégorie des plus mal aimés.
Et je les photographie dans la mesure du possible afin de pouvoir les présenter, de les faire mieux connaître et d'éviter qu'ils ne soient exterminés, victimes de préjugés. Et je pense qu'en faisant mieux connaître ces plus mal aimés, on peut arriver à faire apprécier la nature dans sa totalité. Chercher, pour ce qui concerne les serpents, parfois assez longtemps, ils ne sont pas abondants, en tout cas extrêmement farouches et se cachent. Les scorpions sont beaucoup plus faciles, il suffit souvent de soulever des pierres. Ah, voilà. Ici il y en a un beau mâle de scorpion de couleur jaune, fait du genre Butus, une espèce assez apparentée à celle qu'on trouve dans le sud de la France. En tout cas, ce n'est pas une espèce dangereuse, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis les scorpions n'attaquent jamais, quel qu'ils soient. Et le jour, comme ça, par temps de soleil, ils restent sous leurs pierres, protégés. On essaie de l'attraper. On trouve au Maroc une trentaine d'espèces de scorpions, une trentaine environ. Hein. On ne cesse de découvrir de nouvelles espèces ou de décrire de nouvelles espèces. Hein. Donc on peut dire quand même du Maroc que c'est un pays où les espèces de scorpions sont relativement abondantes et un pays aussi où les scorpions par individu sont abondants. Hop, voilà un scorpion là du genre Butus avec son exuvie ici, c'est-à-dire sa mue ou son squelette externe. Hein. Donc en muant, ça lui a permis de grandir. Juste après avoir mué, là je n'arrive pas à évaluer s'il a mué il n'y a pas très longtemps ou déjà depuis une semaine, mais dans la période qui précède immédiatement la mue, ne se nourrissent pas et attendent que leur chitine, hein, leur peau, pour le dire comme ça, se consolide. Tant qu'elle n'est pas consolidée, ils ne sont pas du tout en capacité de s'alimenter, ni de se défendre, ni de faire quoi que ce soit. Ils restent protégés sous leurs pieds. C'est la nuit qu'on trouve le plus d'animaux dans les régions chaudes, enfin notamment des scorpions, surtout par journée chaude, et ça a été le cas aujourd'hui. Les températures étant excessives, les animaux ne pourraient pas survivre. C'est une adaptation aux zones arides que de vivre la nuit. Et ben voilà, beau scorpion. Et c'est une femelle, un scorpion noir, de l'espèce Authentota franzwerneri, qui peut devenir d'ailleurs bien plus gros. Ce qui m'intéresse, c'est de photographier la faune marocaine, y compris ces arachnides, notamment les scorpions, qui m'ont toujours fasciné depuis l'enfance. Et voilà. Hop là, et voilà, une couleuvre de Montpellier, jeune mâle. Là, il va se sauver et souffle pour intimider. Et là, elle se sent menacée et donc intimide en soufflant fortement, en prenant une attitude défensive, prête éventuellement à mordre. Nulle agressivité, mais de la peur, là, très peur. Elle est venimeuse, mais inoffensive. Ça fait si elle me mord, je ne crains rien. Ben voilà, elle a mordu. Malheureusement, il n'y a pas de plan de sauvegarde organisé et financé pour ces espèces, alors qu'elles participent à la biodiversité autant que les oiseaux ou les grands mammifères. Pourquoi sont-elles alors si dédaignées? La raison principale, estime Michel,
en est que les serpents, comme les scorpions, sont victimes de préjugés et d'idées fausses. Inlassablement, il les dénonce. Il y a beaucoup de préjugés. Bon, les scorpions sont tous dangereux, sinon mortels, ce qui est faux. La majorité des scorpions du monde, on en recense à peu près 1600 espèces, sont inoffensifs pour l'homme. On en compte 20 à 25 espèces seulement qui sont potentiellement dangereuses. Et pour les serpents, idem. Bon, la plupart des serpents venimeux, pour parler d'eux, pas la plupart, mais tous, n'attaquent pas, n'attaquent jamais, quel qu'il soit. Ils fuient l'homme, ils fuient le danger. Et beaucoup d'espèces sont inoffensives, ne possèdent pas d'appareil venimeux, ne possèdent pas de glandes à venin, et pareillement s'enfuient à l'approche de l'homme. Et là, une couleuvre fer à cheval. Et ben voilà, un beau spécimen, pas moins d'1,20 m. Un serpent également qu'on retrouve jusqu'en Espagne, donc du nord du Maroc au nord du Sahara marocain. Donc un serpent d'Afrique du Nord qui a pu remonter en Europe par l'Espagne. Je lui montre quelque chose, il se demande ce que c'est, donc il analyse avec sa langue. Est-ce que c'est un adversaire? Qu'est-ce que c'est? C'est sa langue qui lui permet d'appréhender le monde extérieur, beaucoup plus que les yeux. Avec ses yeux, il aperçoit des formes très très générales, mais pas grand-chose d'autre. C'est un serpent inoffensif, qui n'a pas de glande à venin. Un serpent très esthétique, très beau, qui paye de sa beauté le fait d'être capturé par les Aïssaouas, en fait les charmeurs de serpents, des différentes places touristiques du Maroc, notamment celle de Marrakech. Donc un serpent qui se retrouve fréquemment autour du cou des touristes et dans un plus mauvais état. Bon, il faut aussi savoir, concernant les préjugés, que les serpents sont sourds, donc les spectacles de charmeurs de serpents montrant des serpents se levant au son de la musique, c'est du théâtre. C'est pour les badauds, c'est pour les touristes. Ce beau serpent, je le relâcherai. Je suis là pour le photographier, pas pour en faire du commerce, pas pour le garder et l'emporter en Europe, comme le font certains, et qui malheureusement contribuent à alimenter le commerce et à aider à faire disparaître les serpents du Maroc, dont certaines espèces sont très menacées. Allez serpent, file, 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 file. Sur les hauteurs du Moyen Atlas, on peut voir à perte de vue un arbre, symbole de la région, le cèdre, espèce endémique précisément nommée le cèdre de l'Atlas. C'est une espèce qui peut atteindre des hauteurs allant jusqu'à 55 mètres, avec des circonférences de 9 mètres et un âge qui peut aller de 700 ans à 1000 ans. Au Maroc, le cèdre occupe une superficie de 133 000 hectares. Dans le Moyen Atlas, nous avons 80% de cette cédrée. Nous enregistrons avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction que nous avons la plus grande cédrée du monde. Elle occupe un quart de la cédrée mondiale. Donc nous avons quand même une superficie de cèdre qu'il faut préserver, mettre en valeur, et jalousement, j'allais dire, parce que c'est l'essence noble, et puis nous avons quand même un patrimoine de l'humanité qui est là. La cédrée abrite une très grande diversité biologique.
Plus de 600 espèces végétales ont été recensées, 35 espèces de mammifères, sans compter les oiseaux, les reptiles, les insectes. Un patrimoine que sillonnent sans cesse les équipes des eaux et forêts de la région. Mais aujourd'hui, la vigilance ne suffit plus, car l'espace de la Cédrée est toujours plus sollicité, toujours plus exploité, et de nombreuses menaces planent sur elle. Malheureusement, cet espace connaît un certain nombre de pressions. D'une part, le surpâturage. La charge du bétail est très importante, elle dépasse 4 fois la charge normale. Et ça peut entamer tout ce qui est strates herbacées et tout ce qui est unité fourragère, c'est-à-dire tout ce qui est fourrage au niveau des parcours forestiers. La deuxième pression sur cet écosystème de cèdre, c'est celui de prélèvement du bois de feu ou du bois de chauffe. Et ça, c'est également préjudiciable au capital forestier. La forêt de cèdre actuellement connaît un dysfonctionnement, on le constater, au niveau de dépérissement des arbres. Ce dépérissement, c'est une dégradation qui part de la cime et qui descend. Ce dépérissement a été constaté depuis les années 40 dans des zones marginales, des zones où le sol est très peu profond. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis les années 80, avec toute la séquence des années de sécheresse, nous constatons que ce dépérissement a été étendu aux plus belles forêts de cèdre et particulièrement celles de la province d'Ifrane. La Cédrée du Moyen Atlas est un site d'autant plus sensible que cette région renferme la plus vaste réserve d'eau du pays. On dit que c'est le château d'eau du Maroc. En plusieurs endroits, la forêt s'ouvre laissant place à des étendues d'eau. Zones humides qui accueillent une faune très diversifiée et notamment des oiseaux migrateurs. Afin de sauvegarder la Cédrée et tous les écosystèmes qui lui sont associés, la création d'un parc national fut décidée en octobre 2004. Un comité scientifique permanent est également en cours de constitution. Objectif, analyser les causes de dépérissement de la Cédrée et proposer des solutions afin d'en enrayer sa progression. La Cédrée du Moyen Atlas est également réputée pour l'un de ses hôtes, le singe magot. En quelque sorte, il est la mascotte des lieux, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Driss Hachimi est enseignant. Il nous explique pourquoi. Le singe qu'on peut voir dans la Cédrée du Moyen Atlas et du Maroc s'appelle le singe magot. C'est le macaque, on l'appelle Avarus, mais le nom scientifique c'est Macaca sylvanus. Dans le monde, il y a à peu près 14 000 singes magots. Au Maroc, il y a entre 7 et 10 000. Plus des 2 tiers se trouvent au Moyen Atlas. C'est un singe qui vit une vie de groupe, c'est une vie sociale. Le groupe comporte entre 20 et 100 individus environ. Il y a presque autant de mâles que de femelles. Il y a aussi les petits. Le groupe comporte un chef. Ce n'est pas obligatoirement le plus fort. Je dirais que c'est plutôt le plus diplomate, c'est-à-dire celui qui a noué plus de relations avec les adultes. La femelle, il peut s'accoupler avec plusieurs mâles. Donc le père ne va pas être connu. Et d'ailleurs, on constate que dans le groupe, il y a un lien plus étroit avec la mère. Malgré que le mâle aussi participe, il peut porter des petits comme le fait la femelle.
La fécondité, c'est presque un petit toutes les années, lorsque les conditions sont propices. Mais actuellement, on trouve généralement un petit toutes les 2 années. Les études qui ont été faites enregistrent qu'il y a une régression de la population du singe magot. Auparavant, il y avait une densité d'environ 60 à 70 individus au kilomètre carré. Actuellement, on estime la densité entre 7 et 10 individus au kilomètre carré. À quoi est due cette régression? Tout d'abord, à la dégradation de la cédrée elle-même. Elle équivaut pour le singe à la destruction de son habitat, comme de son alimentation. Privée de son espace vital, l'espèce est condamnée à dépérir. Le plus grand ennemi de la biodiversité, de la forêt, de la cédrée, c'est la pauvreté. La pauvreté de la population humaine qui habite dans la forêt ou bien près des forêts, c'est un grand handicap. Il y a beaucoup de bergers avec leurs moutons et leurs chèvres dans cette forêt. Et ces moutons et chèvres constituent un compétiteur pour le singe magot, pour la nourriture. Il y a aussi le problème de l'eau. Au Moyen Atlas, c'est un grand problème. Il n'y a presque plus d'eau pour le singe. Les seuls points d'eau qui restent, on y trouve des bergers avec des chiens et des moutons. Le singe, normalement, n'approche pas des chiens. Autre cause de régression, les touristes qui donnent aux singes cacahuètes, gâteaux et autres sucreries. Excès de sucre, de sel, de gras, qui provoquent chez l'animal les différentes pathologies qui y sont associées. Le singe magot, enfin, fait l'objet d'un trafic de contrebande. On le retrouve exhibé sur les places touristiques du Maroc, ainsi qu'en Europe.